Bonjour, aujourd'hui on va présenter donc une partie du cours de théorie de communication qui fait partie donc du programme de communication moderne donc du département d'électronique de l'USTO. Donc ce cours s'intitule Théorie des communications. Donc il est constitué de 6 chapitres. Le premier chapitre on va aborder dans ce chapitre-là l'introduction. Le deuxième chapitre, il sera consacré à la transmission en bande de base. Donc, ça permettra de voir comment on peut formuler toutes les probabilités donc, de transmission du signal. Le troisième chapitre va concerner la représentation des signaux sous forme géométrique. Le quatrième chapitre, il sera donc consacré aux récepteurs optimaux ainsi que leur structure. Puis, on verra la partie la plus importante qui est les modulations numériques en termes de représentation géométrique des signaux. Donc, on verra comment on obtient la constellation ainsi que les probabilités d'erreur. Et puis, on évaluera la qualité de la transmission en évaluant donc le taux de coupure et bien sûr la capacité des canaux de transmission. On va aborder tout d'abord donc la liaison physique. Donc, on va donner la définition de ce que c'est qu'une liaison physique. Donc, une liaison physique est une connexion physique, donc c'est quelque chose de physique, entre deux équipements. Donc, cette liaison physique peut être constituée par soit une paire de fils en cuivre, soit par un câble coaxial, soit par une fibre optique. Donc, exemple, on a un émetteur et un récepteur, on les relie à l'aide donc d'une connexion, soit d'une paire de fils en cuivre, soit d'un câble coaxial, soit d'une fibre optique, soit, bien sûr, en utilisant une liaison radio. Donc, on a l'émetteur-récepteur et on transmet une fréquence porteuse entre l'émetteur et le récepteur, donc qui va transporter un signal d'information. Donc, les différents modes d'exploitation qu'on peut avoir entre un émetteur et un récepteur, on a le mode simplex, half duplex et full duplex. Donc, le mode de communication simplex, il est unidirectionnel. On a l'exemple de la radio et la télévision, donc on ne fait que recevoir le signal sur un poste de télévision ou bien un poste radio. L'exemple, donc on a un émetteur et un récepteur avec une fréquence porteuse dans un sens seulement. On a les communications half duplex. Donc ces communications sont de type bidirectionnel, mais à l'alternat. Exemple, la voie ferrée ou bien exemple le talkie-walkie. On a un émetteur et un récepteur, donc une émission se fait au temps t, et puis l'émission dans le sens inverse se fait au temps t plus 1. On a aussi les communications full duplex qui sont les plus importantes. Donc là, chaque bloc est constitué par un émetteur et un récepteur, et on transmet dans les deux sens en même temps, donc deux fréquences porteuses, donc qui vont transmettre des signaux d'information d'un point à un autre. Donc, ces liaisons sont de type bidirectionnel. L'exemple, c'est la téléphonie. En deuxième point donc, du chapitre introduction, on va voir donc, comment est constitué un système de communication et on va voir donc toute la chaîne de traitement des signaux. Donc, généralement, on dispose d'une source donc, qui va produire un message analogique. Donc, la forme analogique ici, c'est un signal qui est continu dans le temps. Donc, l'objectif, bien sûr, d'un système de transmission, c'est de pouvoir envoyer d'un point A à un point B dans les meilleures conditions possibles à travers un canal de propagation, donc qui peut être soit un hertzien, donc dans le cas de la radio, soit d'un câble coaxial ou bien du fibre optique. Donc, la source généralement analogique, donc le signal audio ou bien vidéo qui sera numérisé par la suite. Un échantillonnage, donc la numérisation, elle concerne les opérations d'échantillonnage, blocage et de quantification du signal. Et puis, donc l'opération de codage. Soit la source, elle est numérique, donc complètement numérique, et à ce moment-là, donc les données sont obtenues à partir d'un système informatique ou bien d'un système de télécommande. Donc après conversion
du signal sous forme numérique, on procède aussi au codage de source. Donc, le codage de source, il permet de supprimer des éléments binaires qui sont non significatifs. C'est ce qu'on appelle la compression de données. Le message est alors sous forme concise et constitué d'éléments binaires qui sont mutuellement indépendants entre eux et qui prennent donc les valeurs 1 et 0 suivant un axe de temps divisé en intervalles réguliers de durée TB. Donc TB, c'est la durée d'un bit. Donc on a un signal A de T, on a une séquence binaire et la représentation de cette séquence binaire, elle s'est faite sous forme d'un signal électrique qu'on appelle A de T en fonction du temps. Donc on subdivise les intervalles d'une durée TB et donc on a la représentation électrique du signal binaire, ou bien de la séquence binaire. Donc le 1 est représenté par 5 volts, le 0 est représenté par donc 0 volts. Et donc cette séquence est un signal numérique sous forme électrique. Donc il est représenté par la courbe en vert. Donc, les durées TB permettent de définir ce qu'on appelle le débit binaire. Donc, le débit binaire D est égal à 1 sur TB. L'exercice, donc, maintenant, on vous demande de calculer le débit d'une transmission téléphonique pour laquelle la vidéo, ou bien plutôt la voix, qui est limitée dans une fréquence de 0 à 3400 Hz et qui sera codée sur 8 bits. Donc, quelle est la fréquence d'échantillonnage? Donc, pour répondre à cet exercice, donc, on verra par la suite donc, quelle sera la solution. Donc, si on revient à la chaîne de transmission, donc, on va faire, une fois qu'on a obtenu le signal électrique représenté ici en vert, on va faire ce qu'on appelle un codage de canal. Donc, le codage de canal permet donc à insérer des bits dans le message initial et qui vont permettre au récepteur de détecter les erreurs, dans certains cas, de les corriger. Bien sûr, le codage de canal permet aussi d'adapter le signal binaire au canal. Donc, cette adaptation, elle est très importante parce qu'elle permet à la réception de faire des détections des erreurs et bien sûr, éventuellement, de les corriger. Exemple, on peut insérer un bit de parité. Donc, le bit de parité, il est inséré, on prend une séquence d'un certain nombre d'éléments binaires et on regarde quelle est la parité. Donc, si le nombre de bits 1 est pair, donc on ajoute un 0. S'il est impair, on ajoute un 1. Donc, une fois qu'on a fait le codage, donc on va faire le filtrage en bande de base. Donc, le filtrage en bande de base, il permet donc de réduire la bande passante du signal donc, et de l'adapter bien sûr à la bande passante du canal. Parce que le canal, il ne peut faire passer qu'une certaine largeur de bande donc des signaux. Donc, limiter de la bande des signaux utilisé de permettre de satisfaire certains critères pour que plusieurs utilisateurs puissent partager les ressources d'un même milieu de transmission. Donc là, pourquoi on fait ceci? Parce que généralement, pour pouvoir utiliser un support de transmission, donc avec un rendement important, donc qu'est-ce qu'on fait? Donc on va regrouper plusieurs signaux et on les transmet en même temps sur un même milieu de transmission. Et donc cette opération de filtrage, elle permet donc de réduire la bande passante des signaux afin de faire l'opération qu'on appelle donc une opération donc de regroupement des signaux qu'on verra par la suite. Donc une fois que le filtrage en bande de base a été fait, donc qu'est-ce qu'on fait? Là, c'est l'opération de modulation numérique et d'accès multiple. Donc ça permet d'adapter encore une fois le signal et de regrouper plusieurs signaux en même temps. C'est ce qu'on appelle l'accès multiple. Et à l'aide d'une porteuse,
on transmet ces signaux donc, sur le canal de transmission. Donc, vous voyez que ici, l'objectif de modulation, c'est associer à chaque mot d'un élément binaire successif un symbole donc de durée TS qui est égal à n fois 1 TB. Donc, ils sont choisis parmi m qui est égal à 2 puissance n éléments du signal. Donc, ce symbole représente l'état électrique du signal porteur. Donc, le signal porteur, donc, il peut utiliser soit la bande, soit la phase, ou soit la fréquence. Donc, ce procédé de modulation donc, sera vu par la suite pour pouvoir vous permettre de mieux comprendre ce qui se passe. Exemple, si G1 est égal à 2, donc ça veut dire que si je prends des séquences binaires de 2 bits, donc je peux avoir 4 éléments de signaux et de symboles. C'est-à-dire que j'ai 4 possibilités, donc soit les 0, 0, soit 0, 1, soit 1, 0 et soit 1, 1. Donc ça, c'est les groupes de bits possibles que je peux avoir donc, dans les différentes séquences de bits donc pris 2 à 2. Donc, il faut savoir que les bits qui arrivent sont des bits aléatoires, donc je ne peux pas savoir à un certain moment donné si c'est un 1 ou un 0 donc, qui va être transmis. Donc, si je prends ici, par exemple, le changement de la phase du signal en fonction des éléments binaires, donc je peux consacrer pour le 10 bits, donc le double bit 0, 0, donc une phase de moins 135, le 0, 1 plus 135, 45, ou bien moins 45, ou bien plus 45. Donc là, c'est une modulation de phase qu'on appelle. Donc le débit de symbole ou de rapidité de modulation en beau, généralement, il est égal à 1 sur TS, parce que ici, on prend le TS, c'est ici par exemple dans le cas, ici j'ai 2 TB. Parce que vous voyez, TS est égal à 1 TB, 1 étant égal à 2, donc je vais avoir 2 TB. Et donc le débit de bits par seconde, donc le débit par seconde, il est égal à donc la rapidité de modulation, elle est égale au débit divisé par n, ou bien au débit sur log 2 puissance m, puisque m est égal à 2 à la puissance n. Les méthodes d'accès de manière... Donc la méthode d'accès, elle permet de déterminer la manière dont les utilisations se répartissent sur la fréquence, sur la bande de fréquence allouée à leur canal de transmission. Donc, on a les différents types de modulation qu'on peut avoir, ou bien ce qu'on appelle les méthodes d'accès. On a la TDMA, donc c'est Time Division Multiple Access, c'est l'accès dans le temps multiple, ou bien ce qu'on appelle aussi accès multiple, la répartition dans le temps. Ça veut dire que les différents canaux sont répartis donc, de façon temporelle, donc comme une file d'attente par exemple. Quand vous avez des personnes qui veulent acheter par exemple dans un magasin, ils passent l'un derrière l'autre. On a aussi donc ici la représentation, vous voyez dans le temps, on a un triple axe ici, c'est puissance, fréquence et temps. Donc la TDMA, elle se répartit dans le temps. Et vous voyez que les canaux sont l'un derrière l'autre, donc dans l'espace temporel. Donc chaque utilisateur accède à toute la bande à intervalles de temps réguliers. Donc à un certain moment, je n'ai que ce signal bleu, puis que le signal jaune et seulement le signal rouge ou bien le signal vert à un instant régulier. Donc là, ça nous permet d'avoir une souplesse de modification des débits. Donc les débits peuvent varier de façon simple. Donc le coût réduit d'une station de base. Pourquoi? Parce que sur un même support ou bien sur un même système, je peux transmettre plusieurs signaux en même temps. Donc la gestion, elle est un peu difficile. Et on doit ajouter des bits de signalisation, donc pour pouvoir différencier entre les différents signaux qui sont ici représentés par des couleurs différentes, et bien sûr des signaux de synchronisation. Donc ici l'exemple, c'est ce qu'on appelle fréquemment le MIC, c'est modulation par intervalle de temps et codage. Ou bien c'est ce qu'on appelle aussi le TDMA.
On a le deuxième domaine dans lequel on peut faire la répartition, c'est la répartition, ou bien l'axe multiple, la répartition de fréquences. Ici, c'est en répartition dans le temps. Ici, on va voir la répartition en fréquence. Donc, ici, l'axe, au lieu que ce soit le temps, il sera donc en fréquence. Et donc, les canaux sont disposés sur des bandes de fréquences donc différentes et ils vont évoluer chacune dans le temps. Donc, chaque canal est assigné à un seul utilisateur. Donc là, c'est normal. La règle, c'est premier arrivé, premier servi. La complexité est faible pour les cas donc, de transmission mobile. La transmission et synchronisation continue sont aussi possibles. Pourquoi? Parce que tous les canaux sont transmis en même temps et au niveau de la réception, on va utiliser des filtres pour obtenir chaque signal de façon différente. Et bien sûr, chaque signal de façon unique, c'est-à-dire qu'il n'est pas perturbé par les autres. Donc les modulations sont aussi des modulations à faible débit. Donc on verra par la suite pourquoi. Donc c'est des modulations à faible débit. Et bien sûr, les équipements donc, seront de type complexe, ils sont disons, un peu compliqués pour les stations de base. Et ce type de répartition dans le domaine des fréquences concerne tous les systèmes de faisceaux hertziens, c'est les systèmes radio, et les systèmes satellites. Donc le troisième type de répartition, ou bien d'accès multiple, c'est ce qu'on appelle l'accès multiple à répartition dans le code. Donc là, on utilise un seul canal. Donc ici, vous voyez qu'on a 4 canaux. Ici, on a un seul canal. Et les différents signaux qu'on voudrait transmettre, ou bien les différents canaux, sont superposés, donc l'un au-dessus de l'autre, sur la même bande de fréquence. Donc là, vous allez dire comment on va faire. Donc il y a un procédé qui est simple. Donc chaque utilisateur va émettre donc, son signal de façon étalée, donc dans un spectre, qu'on peut obtenir à l'aide de ce qu'on appelle un code pseudo-aléatoire qui sera donc consacré à un seul signal. Donc, tous les signaux auront chacun son code pseudo-aléatoire. Donc, tous les utilisateurs utilisent en même temps et simultanément la même bande de fréquence. Donc, ils sont l'un au-dessus de l'autre, ou bien les signaux sont mélangés. Et donc, la seule manière pour pouvoir récupérer le signal à la réception, c'est on utilise toujours ce code pseudo-aléatoire qui permet de faire le codage et le décodage. Donc, ce type de transmission a une grande immunité donc, par rapport au brueur, donc tout ce qui est bruit, donc il sera complètement réduit par ce type de répartition dans le code. Donc, ça permet aussi en même temps de faire le cryptage de l'information. Donc, si on ne connaît pas le code pseudo-aléatoire, on ne pourra jamais accéder à l'information qui est contenue dans l'un de ces signaux. Donc, impossible. Il y a bien sûr une complicité point de vue circuiterie, donc de la mise en œuvre de ce type de modulation ou bien de répartition dans le code. Donc, il y a aussi une nécessité de contrôle de puissance à diminution. Pourquoi? Parce que ici, chaque signal qu'on veut récupérer est le signal principal, mais les autres, ils sont considérés comme des bruits. Et donc, si un des signaux qui sont considérés comme des bruits a une puissance très élevée, donc il va prendre, donc il va gêner, par exemple, le signal en vert. Donc, ces types disons, de codage, ils sont utilisés, de répartition dans le code, ils sont utilisés donc, dans les systèmes donc de 2G, 3G, 4G et jusqu'à la 5G. Donc, c'est des systèmes qui permettent donc de transmettre plusieurs signaux en même temps et qui permettent aussi le cryptage de l'information. Donc, si on revient donc à notre système de communication, donc on a vu des modulations, des accès multiples qui peuvent se faire. Et puis ici, on a un système qui permet de faire l'émission, c'est ce qu'on appelle le segment radiofréquence. Donc ce segment radiofréquence, il permet donc de faire une deuxième modulation
Cette deuxième modulation permet de transposer le signal donc de fréquences intermédiaires vers les hautes fréquences. Donc ici, le signal se trouve en fréquence intermédiaire. Ici, le signal, donc il est sur une porteuse et il est sur des fréquences radio. Donc on a un type de signal sur cette forme-là. Donc vous voyez que le signal, il change complètement de forme. Donc ce signal, une fois donc passé par le segment RF, donc il subit une amplification et il sera transmis donc à travers le canal de transmission. Donc ici, le canal de transmission, on a vu qu'il y a plusieurs types, soit c'est des paires symétriques, donc un câble symétrique, soit c'est un câble coaxial ou bien une fibre optique, ou bien, dans le cas ici de la représentation de la figure, donc on utilise des antennes, et donc on a des émissions radiofréquences. Donc, en réception, on va faire donc le circuit inverse. Donc, le signal, il arrive, il passe par un segment RF. Donc, le segment RF, il va faire donc une transposition de fréquences des radiofréquences vers les fréquences intermédiaires ici. Il va donc amplifier le signal et il va bien sûr faire sa réception. Donc, si on revoit le canal de transmission, le signal modulé est transmis sur le canal de transmission dont les caractéristiques suivantes modifient les suivantes. Donc, la bande passante, donc la largeur du signal sera limitée. Donc, elle sera limitée par le canal parce que le canal aussi, il a une bande de transmission, le signal, il a une bande, et donc le signal qui passe à travers le canal aura la largeur de bande du canal. La déformation du signal, donc les différentes composantes du signal seront soumises aux imperfections de la transmission, et donc il va y avoir des changements concernant l'amplitude, donc une atténuation et déformation de l'amplitude, et il y aura aussi donc un déphasage du signal qui est dû donc à la distance transmise par le signal. On aura aussi, dans le cas de la déformation du signal, donc l'introduction du bruit. Donc on aura des influences externes qui sont provoquées par le canal, qui sont provoquées donc dans le canal de transmission par les milieux extérieurs. Donc on a aussi une acoustique sous-marine, par exemple. Ici, on va vous donner les différentes fréquences qui sont utilisées, par exemple, en acoustique sous-marine. Donc, les fréquences ULF, Ultra Low Frequencies, donc les fréquences ultra basses. Ici, les fréquences très basses, VLF, Very Low Frequency. Puis, on a les basses fréquences, 1,5 les moyennes fréquences, les HF, la VHF et l'UHF. Donc ça, c'est les différentes fréquences qu'on peut avoir. Et puis la SHF, donc c'est 250 mégas, 1,5 mégas. Donc tous les systèmes mobiles fonctionnent au niveau de cette forme de fréquence. Les canaux guidés, c'est donc des paires torsadées téléphoniques, donc qui sont de 300 à 3400, s'il y a une erreur. Des paires torsadées ADSL donc de 26 kg à 1 méga. Donc là, il y a une transposition du spectre de fréquence vers les hautes fréquences parce qu'à l'origine, le signal se trouve entre 300 et 3400 Hz. Donc ici, le signal, il est un peu transposé vers les hautes fréquences. Donc il y a une modulation qui se fait. Donc les câbles coaxiales, le câble coaxial qui est utilisé dans les réseaux Ethernet, c'est de 300 à 1 GHz. Les guides-ondes, donc les guides-ondes, c'est généralement les ondes qui sont utilisées dans le FH ou bien dans le satellite. C'est de 1 giga à 300 gigas. La fibre optique, donc sa bande passante est presque infinie. Donc on peut aller de 300 à 1000 THz. Donc THz, c'est 10 à la puissance 12. Modélisation des canaux. Donc on va voir les différentes modélisations des canaux de transmission. Donc, une modélisation, ça veut dire que c'est un modèle mathématique qui permet de comprendre ce qui se passe au niveau d'un canal de transmission.
Donc, généralement, on a un signal qui va être émis. Donc, ici, on va représenter le canal par sa fonction de transfert. Donc, qui peut être linéaire ou non linéaire. Et donc, il a une fonction de transfert, c'est plutôt une réponse impulsionnelle qui est C de T. Et puis, donc l'effet du bruit, on va l'ajouter donc sous forme AW. Qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir le signal R de T ici en sortie, qui sera la convolution de S de T par C de T. Et puis, donc on lui ajoute le N de T. Donc le canal, généralement, il est considéré comme un canal AWGN. Donc, c'est un canal additif, ça veut dire qu'on ajoute le bruit. AWGN, donc Gaussian noise. Donc, c'est la fonction de transfert est linéaire. Et donc, le bruit N de T, il est de type gaussien et de type blanc. Donc, l'information est toujours transmise dans les canaux tels que les canaux radio. Donc, tout ce qui est transmission sur les fréquences. Donc, on les utilise dans les canaux cellulaires sans fil, les liaisons micro-ondes et les liaisons satellites. Ou bien, on peut les utiliser dans les canaux filaires, tels que le câble coaxial, le câble à fibre optique et les guidons. Donc, il faut noter que le stockage de l'information est aussi un canal de transmission. Les canaux les plus communs sont les canaux linéaires additifs à bruit blanc. C'est ce qu'on appelle linéaire additif, white Gaussian noise, ou les canaux linéaires à évanouissement. Donc ça, c'est une spécialité un peu à part, donc qui permet d'étudier, donc qui seront vus. Donc ces canaux, c'est quand on va voir donc la transmission radio. Donc c'est les canaux linéaires à évanouissement. Donc à évanouissement, ça veut dire que le signal, de temps en temps, il disparaît. Et donc, il y a des méthodes pour pouvoir parer à cette lacune. Il faut noter que, généralement, la sortie d'un canal AWGN est la convolution de la réponse impulsionnelle, donc C de T, par le signal S de T. Donc, c'est ce qu'on a vu ici. Et on lui ajoute un terme de bruit comme une composante additive, donc il y a le plus ici. Donc généralement, cette convolution, elle s'exprime par une intégrale de S de T, C de T moins tau, de tau moins T, dt plus N de T. Donc, où c'est l'intégrale, où c'est l'intervalle où l'intégrale existe. Les canaux linéaires et non linéaires, donc ici on a un canal linéaire, donc c'est une droite, donc où bien sûr la réponse impulsionnelle c'est V de T, KB de T plus M. On peut avoir des signaux, donc plutôt des canaux qui sont non linéaires, donc c'est une forme quelconque. Les canaux linéaires, les canaux linéaires, donc ils ne génèrent jamais de nouvelles composantes fréquentielles. Donc si en entrée le signal il a un certain nombre de fréquences, à la sortie il aura les mêmes fréquences. Et donc ces canaux linéaires sont caractérisés par une fonction de transfert. Les canaux non linéaires, caractérisés par une fonction de transfert linéaire. Ici, les canaux linéaires, c'est la fonction de transfert, elle est sous cette forme-là. Les non-irréalités de transmission sont générées par l'émetteur ou le récepteur. Donc, souvent, les non-irréalités dans les transmissions générées par l'émetteur ou le récepteur, et non par le canal lui-même. Donc, généralement, c'est la non-irréalité. Donc, c'est soit l'émetteur, soit le récepteur qui va les introduire. Donc, et non le canal lui-même. Mais quand même, donc, ces non-linéarités, elles sont mises donc, comme défaut au niveau du canal. Les systèmes non linéaires vont, disons, générer de nouvelles fréquences ou bien composantes fréquentielles. Et donc ici, vous avez donc, la réponse impulsionnelle du système. Et donc, vous voyez ici, j'ai des fréquences qui sont donc, des composantes sinusoïdales avec une puissance. Donc, ça va nous produire, donc, par exemple, V0, on aura A0 plus A1 sinus oméga T plus A sur 2, 1 moins cosinus de oméga T, donc, et toutes les harmoniques du signal. Donc là, c'est un exercice
que vous pouvez faire tout seul par la suite.